Bonsoir, merci Monsieur le Directeur Régional, merci Isabelle pour cette invitation, merci pour votre accueil. Je suis très honorée de faire cette conférence devant vous qui résume ou qui présente un éventail de certains des travaux que j'ai conduits, pas jamais toute seule, toujours avec mon équipe du CEREC, et qui porte notamment donc sur ce que la transition écologique fait à l'emploi, au travail et à la formation, dans l'ordre que vous voulez. J'ai organisé mon propos en deux temps. Voilà, je vais essayer de me tenir dans le temps. Donc un premier temps, là ça marche, voilà. Un premier temps où j'interroge la catégorie de transition écologique. Alors j'ai bien remarqué qu'en Suisse, elle est peu usitée au profit de l'idée d'une durabilité, mais on va voir que ça fait un peu le même effet sur de quoi veut-on parler, et notamment des incertitudes sur ce dont on parle. Donc c'est bien la thématique de ce cycle de conférences. Donc de quoi la transition écologique est-elle le nom pour les questions d'emploi et de formation? Donc dans un premier temps, on verra le flou autour de ces notions et de ces périmètres. Ensuite, je présenterai sur le cas français la façon dont on tente de mesurer l'impact de la transition écologique sur l'emploi et les catégories des métiers verts et verdissants, et puis quelques résultats sur la façon dont se renouvellent les compétences dans le travail à partir des enquêtes statistiques produites par le CEREC. J'essayerai de faire des incises sur la réalité suisse, alors que j'ai eu la chance d'avoir en présentation ce matin à travers les échanges avec Monsieur le Directeur Régional et ses collègues. Également, j'ai été voir un petit peu sur des sites internet comment les questions autour de l'écologie, les métiers étaient posées. Donc, j'essayerai de faire des ponts, mais bien évidemment, ce sera à vous de dire comment vous voyez dans votre réalité la façon dont la transition écologique impacte ces questions d'emploi et de formation. Et dans un deuxième temps, j'en viendrai assez classiquement à une analyse plus qualitative de ce que la transition écologique fait au travail. Donc j'utiliserai les travaux conduits dans mon équipe, notamment par des sociologues et ergologues, qui ont été regarder la façon dont les enjeux écologiques transforment les actes professionnels, les activités, les façons de les prescrire, les façons de les orienter. Et donc, la question s'est portée d'abord, dans un premier temps, dès le milieu des années 2010, le CEREC a été saisi d'une étude sur les éco-activités, ce qu'on appelle aussi économie verte. Donc, on verra comment, dans ces métiers-là, dans ces secteurs-là, pardon, les métiers se transforment. Et puis, dans un deuxième temps, c'est une recherche plus récente qui s'est terminée l'année dernière, dans laquelle on a tenté de mesurer, d'évaluer l'écologisation des organisations et des activités de travail à l'aune des enjeux de la transition écologique. Voilà pour le programme de cette présentation. Alors, je commence par le premier point du premier temps. Les ambiguïtés des notions employées et des objectifs visés. En effet, on voit bien qu'au cours des dernières décennies, le vocable qui veut évoquer la façon dont l'humanité doit faire face aux transformations climatiques et environnementales ont évolué. On a d'abord le vocable de développement durable qui est issu du sommet de Rio. On a celui de la croissance verte. En France, actuellement, on parle beaucoup de transition écologique. À chaque fois, sous ce vocable, on veut nommer une forme d'impératif moral, c'est-à-dire il faut se transformer et il faut réfléchir à une forme de stratégie pour répondre aux exigences de soutenabilité des modèles de vie, des modes de vie en fait, de nos sociétés. Alors, j'ai bien vu effectivement que c'était plus en termes de soutenabilité ou de durabilité que ces catégories étaient utilisées en Suisse. Je me suis appuyée sur le thème de transition écologique pour montrer les avantages et les limites de ces dénominations. Ça marche aussi pour développement durable et pour croissance verte, vous allez voir. Donc les avantages du terme transition écologique,
c'est d'être à la fois utile dans le registre militant. Il faut changer les choses pour faire face aux incertitudes liées aux transformations climatiques et plus globalement au changement des 9 limites planétaires. Et dans le registre gestionnaire, quand on parle de transition, on imagine bien qu'on va passer d'un point à l'autre, donc on va pouvoir planifier de façon rationnelle l'engagement dans une transition écologique qui nous permet d'atteindre un développement durable, voire une croissance verte. Vous voyez, ces termes-là s'emboîtent et parlent un peu tous de la même chose et ont un deuxième avantage qui est lié au fait qu'on associe ce qui se passe au niveau de la nature, de l'environnement, toutes ces transformations dont on nous parle, à un changement social, sociétal, qui serait naturellement lié, j'ai envie de dire, dans une vision écosystémique. On a des changements de système. Le terme de transition vient de la théorie des systèmes. C'est le passage d'un équilibre du système à une autre forme d'équilibre du système. Et donc, on a une vision écosystémique. Il faut s'adapter, il faut changer la société, les façons de produire pour aller avec les changements climatiques et environnementaux. Donc, une vision un peu tranquille, j'ai envie de dire, d'un ensemble qui se met en mouvement. C'est pas la même vision que celui de crise ou de révolution ou d'effondrement. Donc, la transition écologique, c'est un processus, on y va tranquillement. Les avantages de ce terme, beaucoup usité dans le discours public, en France en tout cas, sont contrebalancés par certaines limites, parce qu'on nous parle de transition, mais de où pour aller où. Ça, ce terme de transition, il ne le dit pas, et ce terme d'écologique non plus, puisqu'on a, comme l'évoquent les spécialistes des sciences de l'éducation, dont certains d'entre vous sans doute, sur les questions d'éducation à l'environnement, de considération de la crise écologique, on est sur des terrains de questions vives, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stabilité des connaissances scientifiques, même si au fur et à mesure des rapports du GIEC, on voit bien que les choses s'établissent et se durcissent. Pourtant, on a des débats encore nombreux, même si tout le monde est d'accord maintenant pour ne plus nier ce changement climatique, et encore, voilà, il y a des avancées et de recul. Il y a des nombreux débats sur les diagnostics des changements et puis sur les remèdes à apporter à ces transformations. Donc, cette transition qui doit aller d'un point A à un point B, eh bien, on a du mal à saisir où est le point A et où est le point B. Bon, les objectifs du développement durable sont parfois contradictoires entre eux, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, la deuxième limite, c'est que quand on parle de transition écologique, on ne dit pas par qui est fait cette transition, pour qui elle rentre en ligne de compte, comment. Alors que, effectivement, quand on parle de transition écologique, on a en tête un changement systémique des modes de production et de consommation. Et donc, une transformation des rapports sociaux de production et des rapports productifs tout court. Donc, on n'est pas là dans une transition, ce que j'ai appelé, ce n'est pas un long fleuve tranquille, cette transition, contrairement à ce que pourrait laisser penser ce terme assez harmonieux de transition écologique ou de croissance verte ou de développement durable. On est dans quelque chose qui fait forcément débat et forcément controverse. Le travail est au cœur de ces transformations, dans le sens où c'est bien à travers le travail que l'homme transforme la nature. Donc on est à la fois sur quelque chose de très fluctuant qui pour autant met en son cœur les activités de travail. Alors, comment les questions d'emploi et de formation de la transition écologique sont traitées en France? Je ne sais pas, vous pourrez me dire par la suite si vous constatez un peu une chronologie similaire en Suisse. Cet enjeu du travail, de l'emploi et des formations qui est au cœur de ce qu'on voudrait être une transition écologique, eh bien, on se rend compte chronologiquement qu'elle est plutôt abordée déjà dans les lois qui portent sur le climat. Ce ne sont pas des réglementations du droit du travail ou du droit de la formation qui vont d'abord adresser la question de quels sont les enjeux en termes d'emploi et de formation de la transition écologique. Ça va être des lois climat. En France, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui comporte en son sein l'idée d'un plan de programmation des emplois et des compétences, notamment ciblé sur les secteurs à décarboner, donc c'est surtout l'énergie, l'agriculture, le BTP et le transport. Et puis, l'idée de dire, on va faire des feuilles de route
pour chacun de ces secteurs en disant voilà comment ça va évoluer, voilà comment il faut former. Ce plan n'a jamais vu le jour en 2015, ni les années suivantes, ni après 2019, le rapport Parisot. On n'a jamais vu ce plan de programmation des emplois et des compétences. Et pour cause, on le verra par la suite, c'est extrêmement difficile de mesurer les enjeux emploi-formation de la transition écologique. Mais là, je spoil un peu la suite. La deuxième loi importante, c'est la loi climat-résilience d'août 2021. Donc on voit que c'est des choses très très récentes, hein. C'est des initiatives très très récentes dans des projets de loi portés par le ministère de la Transition écologique qui porte son nom. Et dans cette loi climat-résilience, eh bien, on a un chapitre entier qui est consacré à adapter l'emploi à la transition écologique. Les principales mesures, c'est en fait de mettre en capacité les acteurs de l'emploi pour avoir des informations et pouvoir délibérer sur ces questions d'emploi. Donc, pour tous les secteurs, on a un rôle renforcé des instances de représentation en entreprise, ce qui s'appelle les CSE maintenant. Hein. Avant, c'était donc c'est les comités sociaux d'entreprise où siègent les représentants des employeurs et des personnels. Un rôle renforcé également au sein des régions administratives en France qui vont gérer la formation des demandeurs d'emploi au sein des CREFOP. Et puis un rôle renforcé au niveau des branches professionnelles et des OPCO qui sont un peu l'équivalent des ORTRA pour la Suisse, hein, si j'ai bien compris, c'est-à-dire des instances qui vont gérer les questions emploi-formation dans des secteurs d'activité. Voilà. Donc, cette loi climat-résilience de 2021, eh bien, elle donne plus de pouvoir à ces instances pour avoir, de la formation, des conventions de fonctionnement pour planifier des emplois et des compétences en lien avec les enjeux de transition écologique au sein des secteurs. C'est pas encore mis en route. La loi est parue en 2021. Le temps qu'elle soit promulguée, les CSE viennent de se mettre en route l'année dernière. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Voilà. Les questions d'emploi de formation, ensuite, ont été poussées, portées par les plans de relance post-Covid, hein, en lien notamment avec le Green Deal européen, ce qui s'est appelé France Relance 2030, publié en octobre 2021. Et puis, un grand plan d'investissement dans les compétences en 2019, avec pas seulement, mais néanmoins, un fléchage des actions vers l'adaptation des formations à la transition écologique, et puis des contractualisations entre l'État et les branches professionnelles. Donc, on est bien en France, hein, c'est bien l'État centralisateur qui pilote l'activité, enfin, qui pilote les activités de formation et de lien avec les branches. Donc, il y a des contrats qui s'appellent des EDEC, Engagements de développement des emplois et des compétences, qui sont signés entre les branches et l'État, avec un cofinancement de chacune, pour s'engager dans des actions d'adaptation des compétences à partir de l'établissement de diagnostic. Les EDEC, c'est une mine, si vous vous intéressez aux filières françaises, c'est une mine pour voir ce qui se passe en matière d'emploi et de formation dans certaines branches professionnelles. Enfin, troisième temps de cette prise en compte des enjeux emploi-formation de la transition écologique, c'est très récent, c'est la mise en place d'un secrétariat général à la planification écologique. Donc là, on a un gouvernement certes jeune, mais qui reprend des outils relativement anciens, ceux de la planification, hein, qui étaient en fonction jusqu'aux années 80, mais qui avaient disparu du paysage. Donc ce secrétariat général à la planification écologique, mis en place en juillet 2022, a d'abord produit sur 2023 des objectifs de transition écologique pour chacun des secteurs. Mieux se déplacer, mieux produire, moins consommer, enfin voilà, plein d'objectifs. Et puis là, de réfléchir à une stratégie nationale emploi-formation qui est en préparation, mais on ne l'a encore pas vue. Et enfin, plus récemment encore, en mai 2023, le rapport Pisani-Mahfouz qui enjoint le gouvernement d'investir plus de 30 milliards chaque année supplémentaire pour favoriser cette transition écologique qui n'arrive toujours pas, en tout cas qui arrive lentement. Hein, dans notre pays, qui ne respecte pas ses objectifs de l'accord de Paris, puisque la France a été condamnée au niveau européen pour ce sujet. Bien. En tout cas, au-delà de la façon, du rythme auquel on avance dans cette transition écologique, on voit que les questions emploi-formation, elles sont progressivement traitées, mais vraiment très progressivement.
Je vais ensuite passer dans les 3 points suivants sur la façon dont on aborde ces enjeux emploi-formation à partir de certaines mesures, en fait. Premier type de mesure d'impact sur l'emploi et de la transition écologique, enfin, ce ne sont pas vraiment des mesures, parce que ce sont des modélisations d'effets, hein, c'est-à-dire des exercices prospectifs. On imagine ce qui peut se passer en matière d'emploi. On a plusieurs modélisations des effets sur l'emploi en France. J'ai listé les organismes qui font ces modélisations parce que on se rend compte qu'il y a un mélange entre des organismes gouvernementaux, comme le ministère de la Transition écologique ou la DARES et France Stratégie, qui sont des opérateurs du ministère du Travail, l'ADEME également, l'Agence de l'énergie, et puis des organisations de type associatif, comme Negawatt ou le Shift Project. On retrouve là l'idée initiale de se dire ces enjeux de transition écologique qui concernent à la fois des logiques militantes et des logiques gestionnaires. Et là, sur les modélisations des impacts sur l'emploi, on a ces 2 types de producteurs d'exercices prospectifs. Alors, que nous disent ces modélisations? Eh bien, elles sont relativement concordantes, hein. Les impacts sur l'emploi de la transition écologique s'élèveraient à une création d'emplois nets entre 200 et 500 000 emplois supplémentaires à horizon 2030 ou 2050. 200 à 500 000 emplois, ça fait environ 2% du total de l'emploi en France, puisqu'on a 40 millions de salariés dans le pays. Donc on voit bien que l'impact net, c'est-à-dire résultant de création, mais aussi de destruction d'emplois, il est extrêmement limité, hein. Et cet impact net dépend, qui plus est, d'hypothèses sur la nature des investissements, la promotion de certaines filières et la régression d'autres filières. Si on prend l'exemple de la mobilité, sur la voiture électrique, on a l'impression que les constructeurs ont des stop and go quand même dans leur évolution. Il y a cette législation européenne, enfin cet objectif européen de fin des moteurs thermiques en 2035. Pour autant, on sent bien que les constructeurs, en tout cas au niveau européen, ne sont pas prêts et certains reculent. Donc, quand on fait de la modélisation d'emploi, on prend l'hypothèse, eh bien, cette norme européenne, elle se tiendra en 2035. Il n'y aura plus de production de véhicules à moteur thermique. Le moteur électrique demande moins de salariés pour le construire, donc une diminution de l'emploi dans les secteurs de l'industrie automobile, et également moins de main-d'œuvre pour l'entretenir. Donc une diminution de l'emploi aussi dans la réparation automobile. Sous cette hypothèse-là, on a une destruction d'emplois dans le secteur automobile. Si la norme européenne de fin du moteur thermique en 2035 n'est pas tenue, alors les projections seront différentes. Oui. Donc on est à la fois sur des impacts limités, à la fois sur une forte dépendance des hypothèses d'investissement. Tout cela est très incertain, mais bon, on travaille quand même à créer des repères, des boussoles pour l'action. Dans ces modélisations, on montre des effets sectoriels. Je viens de donner l'exemple de celui de l'automobile, hein, donc avec des destructions d'emplois dans les transports et dans les énergies non renouvelables. Des créations d'emplois dans le secteur du BTP, avec tous les enjeux de rénovation énergétique des bâtiments, dans la recherche et développement, avec la nécessité d'innover dans les systèmes sociotechniques, hein, pour être plus économe en ressources, par exemple. Dans les emplois de l'ingénierie, de la maintenance et du recyclage, là on est sur l'idée de cette économie circulaire, hein, qui permet de réutiliser un maximum les matériaux. On a des effets intrasectoriels, comme dans l'agriculture, l'énergie, le bâtiment ou le transport. Dans le transport, ce sera un basculement vers l'industrie du vélo et de sa maintenance. Voilà. Dans l'agriculture, c'est un basculement de l'agriculture dite traditionnelle vers l'agriculture bio. On voit bien que, si vous avez suivi un peu l'actualité récemment, cette transition écologique de l'agriculture ne va pas de soi non plus. On est là aussi sur des sujets très controversés qui remettent en cause des pratiques de travail, mais surtout des modes d'organisation des filières de production, hein. Donc là, ces hypothèses
d'évolution de l'emploi, c'est sous couvert de, oui, on interdit le glyphosate, donc on développe l'agriculture bio. Voilà, donc là, on est sur des hypothèses qui sont peut-être un peu fragiles. Donc, je l'ai évoqué déjà, des métiers perdants, des métiers gagnants, des métiers en tension, des métiers en adaptation. En gros, la DARES, donc c'est l'Office statistique du ministère du Travail, chiffre à 15% des emplois qui seraient impactés par la transition écologique. Là aussi, c'est pas énorme, hein. Voilà. Et puis, on a aussi des effets territoriaux contrastés. Ça, c'est très important à prendre en compte parce lors des crises précédentes, alors des crises ou des transitions précédentes, par exemple la sidérurgie ou le textile, on a en France des territoires qui ont été complètement dévastés par ces reconversions professionnelles, même si reconversion il y a peu eu. Et donc là aussi, sous les hypothèses de la transition écologique, on aurait des impacts emploi territorialisés extrêmement forts. Je prends l'exemple de la zone d'emploi de Roissy, où se situe le gros aéroport. Eh bien, on a 35% des emplois sur cette zone d'emploi qui sont liés à l'activité aéroportuaire. Qui dit diminution de cette activité, dit vraiment transformation des emplois de cette zone d'emploi avec en fait peu de possibilités de déversement de l'emploi aéroportuaire sur d'autres filières. Donc on a des enjeux territoriaux très importants. Ces premières mesures de l'impact de la transition écologique sur l'emploi sont, comme je l'ai dit, hypothétiques. Elles servent à prévoir pour anticiper dans l'action publique, produire des repères pour mettre en œuvre des actions correctives d'accompagnement. Deuxième type de mesure de l'impact de la transition écologique sur l'emploi, ce sont les catégories de métiers verts et verdissants. Alors, à ma connaissance, en Suisse, j'ai regardé le site des éco-professions. Je crois que sur la définition des métiers verts, on est assez proche des éco-professions, de ce qui est éco-profession. L'Observatoire national des emplois et métiers verts de l'économie verte dépend là aussi du service statistique du Commissariat général au développement durable. Donc, c'est même pas le ministère du Travail qui mesure ça, mais enfin bon, pour l'instant, c'est encore le CGDD. Et donc, on a deux catégories d'emplois qui ont été identifiées à dire d'experts, c'est-à-dire que ce sont des experts des branches professionnelles qui se sont réunis pour identifier les métiers verts ou les métiers verdissants. Un métier vert, c'est un métier dont la finalité, les compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l'environnement. Donc là, on est vraiment sur le cœur des métiers, je pense, éco-profession également. Lorsque l'on regarde les chiffres, on a 140 000 emplois en 2018, soit 0,5% des emplois en France. Donc c'est très, très limité, avec une répartition un tiers en gros, sur les questions d'assainissement, les questions de distribution et les questions de protection de la nature. Donc on est sur un périmètre assez limité sur les emplois verts qui sont censés être porteurs de la transition écologique. On a une seconde catégorie qui sont les métiers verdissants. Et là, on est dans une approche plus large puisque on considère les métiers dont la finalité n'est pas environnementale, mais qui intègrent de nouvelles briques de compétences pour prendre en compte l'environnement dans les gestes métiers. Par exemple, un architecte qui va être amené à dessiner, concevoir des bâtiments moins énergivores. Un poseur en isolation thermique, un responsable logistique, un jardinier qui va passer à des procédés plus écologiques. Là, on a un périmètre d'emploi plus important. En France, c'est 3,8 millions d'emplois, soit 14% des emplois salariés en 2018. Ça n'a pas beaucoup évolué dans les derniers chiffres de l'enquête emploi, avec une grosse proportion des salariés dans le bâtiment, puisqu'on a décrété que tous les métiers du bâtiment étaient verdissants, puisque le bâtiment contribue à la transition, pour le coup, plus énergétique qu'écologique. Des volumes limités et des mesures qui sont discutées. Effectivement, quand on mesure les métiers à partir des professions, des catégories statistiques, eh bien, on a tendance à avoir un côté un peu fourre-tout. Par exemple, tous les métiers du second œuvre dans le bâtiment sont considérés comme des métiers verdissants, alors que toutes les entreprises du bâtiment ne participent pas à l'effort de rénovation énergétique. C'est très difficile d'identifier à la fois le métier, l'entreprise, son activité, pour savoir si très concrètement, la personne
le charpentier construit effectivement selon des normes BBC basse consommation ou avec des matériaux biosourcés locaux. Voilà. Donc, on a un périmètre qui est défini, qui surestime le nombre de métiers verts, mais qui sous-estime aussi parce que autant les métiers du second œuvre du bâtiment ne sont pas tous dans la dynamique d'efficacité énergétique, autant des métiers d'enseignants qui intègrent des enjeux de la transition écologique dans leur formation, dans leur transmission d'informations, eh bien, pourraient être considérés comme des professions verdissantes également. Mais là, alors ça paraît très très loin de ces catégories de métiers verts et verdissants. Pour autant, l'enseignant qui, dans sa matière, intègre, et notamment dans formation professionnelle, intègre les enjeux de la prise en compte de l'environnement, on pourrait penser que cet enseignant est dans un métier verdissant, mais ils ne sont pas comptés comme tels. Voilà. Par rapport à ces limites d'approche, que ce soit dans les exercices prospectifs, dans les catégories professionnelles, on a une approche par les compétences qui gagne en importance. Ça veut dire qu'on essaye de voir dans les référentiels métiers, dans les référentiels de formation, les briques de compétences, on appelle ça comme ça maintenant, des briques de compétences qui sont en lien avec des enjeux environnementaux. C'est une approche qui se développe. Par exemple, actuellement, Pôle emploi ou France Travail revoit l'ensemble de sa classification des métiers, ce qui s'appelle le ROM en France, dans une version qui permettra d'identifier toutes les briques de compétences environnementales dans chacune des répertoires de métiers et de faire des proximités aussi entre métiers en fonction de leur degré d'intégration de briques de compétences vertes. Donc c'est un exercice qui peut intéresser peut-être l'HEFP. Je pourrais vous donner les coordonnées de la personne qui gère ça, c'est ce groupe de travail au sein de France Travail, puisqu'on a contribué à leur réflexion aussi. Pour autant, cette mesure des compétences, elle a des limites que j'expliciterai dans la deuxième partie, c'est-à-dire que les compétences sont toujours des compétences qui sont mises en œuvre et non pas identifiées à partir de labellisation statique. Donc on a là aussi, à notre avis, une identification limitée des compétences mises en œuvre dans la transition écologique lorsque l'on rentre par les blocs de compétences individuelles. L'éco-profession, j'ai dit. Voilà. Et donc, oui, sur cette approche par les compétences, c'est bien ce qui me semblait. J'ai également repéré en Suisse, mais on en a parlé ce matin, le guide sur le développement durable de la formation professionnelle, publié en décembre 2022, qui incite, qui donne des guidelines pour intégrer dans les formations des modules en lien avec la prise en compte des enjeux environnementaux. Donc on a un peu la même idée, il me semble, dans la production de ce guide sur le développement durable dans la formation professionnelle en Suisse. Troisième et dernier point sur le premier temps de présentation, là ce sont des mesures originales de ce que la transition écologique fait à l'emploi et aux compétences plus particulièrement, qu'on a construite à partir des bases de données que produit le CEREC. Donc le CEREC est un établissement public qui a entre autres comme activité la réalisation d'enquêtes statistiques, d'une part auprès de cohortes de sortants du système éducatif, c'est ce qu'on appelle les enquêtes génération, donc tous les 4 ans, on tire un échantillon de tous les sortants du système éducatif et on les interroge sur leurs 3 années après leur sortie du système éducatif pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier, qu'est-ce qu'ils ont eu comme période de chômage, et en même temps leur faire raconter aussi leur parcours de formation. Donc c'est des études de cohorte qui nous permettent de voir comment ces flux de jeunes gens qui arrivent sur le marché du travail s'insèrent, et donc comment également ils contribuent au renouvellement de la main-d'œuvre, au renouvellement des compétences. Donc on a été regarder comment ils étaient porteurs ou pas de la transition écologique. J'ai l'impression que ça fait des hauts débats, mon micro, non? Ça ne doit pas être très agréable, hein? Bon, désolé. Autre enquête qu'on a utilisée, c'est l'enquête du CEREC sur les pratiques de formation continue des entreprises pour voir dans quelle mesure
Les entreprises, là aussi, renouvellent leurs compétences ou adaptent leurs salariés aux enjeux de la transition écologique. Et enfin, à partir des référentiels de diplôme, c'est la base reflet que gère le CEREC, on a été compter les briques de compétences vertes dans les diplômes. Alors, les résultats. D'abord, un poids limité des emplois verts et verdissants pour les jeunes. En fait, quand on regarde les trajectoires d'emploi des jeunes qui sont sortis en 2010, et c'est des trajectoires d'emploi qu'on a sur 7 ans, on se rend compte que les emplois verts ne sont pas spécialement surreprésentés dans l'emploi des jeunes. 3,5% des jeunes ont connu un emploi vert au cours de leur trajectoire et 28% ont connu un emploi verdissant. Donc ça, c'est les individus qui passent d'un emploi à l'autre. Si on compte en termes de nombre d'emplois, alors seulement 2% des emplois des jeunes de génération 2010 sont des emplois verts et 15% sont des emplois verdissants. On retrouve, si vous voulez, proportions d'emplois verts et verdissants qui concernent l'ensemble de la population active. Donc les jeunes ne sont pas plus souvent présents dans les emplois de la transition écologique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des préoccupations écologiques. Ça veut juste dire que ces nouveaux flux d'entrants, ces nouvelles compétences ne sont pas spécialement attirés par, ou en tout cas captés par les métiers verts et verdissants. Donc l'insertion des jeunes est-elle non porteuse de la transition écologique? On peut remarquer que sur des jeunes qui sortent de formations liées au développement durable, là ils sont 30% à aller dans les emplois verts. C'est à la fois plus que les autres, mais c'est à la fois pas beaucoup non plus. Si vous voulez, pour des jeunes formés au développement durable, on en a, si on prend l'autre proportion, 70% qui ne vont pas aller dans des métiers liés à la transition écologique directement. Donc qui s'échappent dans l'ensemble du système d'emploi, et c'est là où on va faire l'hypothèse d'une écologisation par d'autres biais des métiers. Bon, j'y reviendrai par la suite. Et puis surtout, dans ces métiers verts et verdissants, eh bien, on a des emplois polarisés, c'est-à-dire on a des emplois de très bonne qualité, des ingénieurs, des chargés de mission, et puis des emplois de mauvaise qualité dans la gestion des déchets, dans la gestion des flux. Voilà, c'est extrêmement polarisé. Donc, les emplois de la transition écologique ne sont pas tous des emplois de qualité et ne procurent pas tous des trajectoires stables. Une segmentation des emplois, ça veut dire qu'on a des jeunes qui vont s'insérer durablement sur des emplois de chef de projet, d'ingénieur, de concepteur, voilà. Et puis des trajectoires plus hachées, période d'emploi et de chômage, pour des jeunes qui seront sur des emplois d'ouvriers moins qualifiés et plus instables. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de dire les emplois de la transition écologique sont un peu comme les autres emplois, en fait. On n'échappe pas à certaines formes de détermination, soit par le niveau de diplôme, soit par la qualité de l'emploi. Deuxième type de mesure du renouvellement des compétences à l'aune de la transition écologique, c'est à partir de l'enquête défi, où on a interrogé un échantillon représentatif des entreprises du secteur privé d'au moins un salarié. On interroge à la fois le chef d'entreprise ou le chef RH et les salariés qui travaillent dans cette entreprise. C'est une enquête couplée, c'est un dispositif très original en statistique qui a été réalisé entre 2015 et 2019. Comme c'est le CEREC qui produit ces enquêtes, on a eu la possibilité d'introduire des questions dans ces enquêtes. On a posé 2 questions. D'une part aux salariés, est-ce que votre activité professionnelle a été impactée par l'introduction de nouvelles normes écologiques? Et d'autre part, aux employeurs, DRH ou directeurs, dans quelle mesure les formations que vous avez déployées portaient sur de nouvelles normes écologiques? Alors, qu'est-ce qu'on voit comme résultat? Eh bien, un salarié sur 10 dit avoir été impacté au cours de l'année dans le cadre de son activité par des normes environnementales. C'est pas rien, 10% des salariés qui ont, sur une année donnée, connu l'introduction de nouvelles normes. Si on regarde dans l'ensemble les salariés qui appliquent des normes environnementales, on est à 30%. Donc on a déjà une diffusion de ces normes environnementales dans les activités de travail. Chaque année, il y a 10% supplémentaires, je ne sais pas comment dire, qui sont impactés par l'introduction de nouvelles normes environnementales. Évidemment, ces normes, elles sont plus fréquentes dans les industries,
dans le BTP, un peu moins dans les services. Hein. Elles sont plus fréquentes également sur les postes d'exécution que sur les postes de conception. Alors là, on a une hypothèse qui est confirmée par les travaux sur la formation continue que font mes collègues du DFC. C'est que les ingénieurs techniciens, en fait, ont dans leur compétences, dans leur portefeuille de compétences professionnelles, le fait de changer ou d'accompagner le changement de l'outil de travail, du système productif, et donc intègrent des nouvelles normes, mais sans que cela impacte leur activité, puisque leur activité, c'est d'intégrer des nouvelles normes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les emplois d'exécution ont plus souvent un changement exogène de leur pratique, et donc ressentent plus fortement l'intégration de ces nouvelles normes. Ça, c'est un salarié sur 10 qui déclare donc avoir été impacté sur une année donnée par de nouvelles normes, hein, j'insiste sur le terme nouveau. Et puis, côté formation, eh bien, 16% des actions de formation dispensées au cours d'une année par une entreprise, sachant qu'on n'a que 50% d'entreprises qui forment sur une année en France, eh bien, 16% des actions de formation sont consacrées à l'intégration de ces nouvelles normes. Donc là aussi, c'est non négligeable. Hein. Ça veut dire que l'intégration des normes environnementales, elle a lieu dans les activités de travail et dans les entreprises. À partir de cette enquête, on peut faire des modèles toutes choses égales par ailleurs. C'est un modèle statistique, mais qui permet en fait de contrôler dans quelle entreprise, sur quelle profession, quelle taille d'entreprise, dans quel secteur, pour se dire, mais à environnement donné, quelles sont les entreprises qui intègrent le plus les normes environnementales. Et bien là, on se rend compte que ce sont les entreprises qui ont les politiques de formation les plus développées et qui ont des organisations du travail de type apprenante, c'est-à-dire favorisant l'autonomie, favorisant l'échange, favorisant l'innovation. Voilà. Donc on comprend à travers ça, on fait l'hypothèse, et on la justifie ensuite qualitativement, hein, que statistiquement, on se rend compte que les modes de dynamique de travail, les organisations du travail vont avoir un rôle dans la façon dont les enjeux écologiques ou les préoccupations environnementales vont être prises en compte dans le travail et dans la production. Voilà. Donc certaines entreprises vont pouvoir mieux s'adapter que d'autres ou sont plus adaptables que d'autres. Enfin, troisième base de données, c'est la base reflet. Alors, ce n'est pas une base statistique, hein, c'est une base qui compile tous les référentiels de diplômes qui existent sur les formations professionnelles en France. Là, c'est un travail qui a été fait en 2016 qu'il faudrait reproduire et je pense que certains de mes collègues vont s'y atteler. Ils ont été regardés dans quelle mesure ces référentiels de diplômes intégraient des enjeux environnementaux. Alors, on voit apparaître l'intégration de ces enjeux environnementaux de façon très inégale selon les diplômes. Notamment, cette intégration est liée à des registres réglementaires. On l'a dit, c'est vraiment à travers la norme et la réglementation que les métiers vont évoluer vers la prise en compte d'enjeux environnementaux. Ce sont des verdissements sur des enjeux de type économique, c'est-à-dire c'est parce qu'on va changer la façon dont on approvisionne l'entreprise, on va travailler avec des nouveaux matériaux par exemple, que la formation va intégrer l'usage de ces nouveaux matériaux et donc se verdir en quelque sorte. Et enfin, on a aussi l'introduction de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes techniques. On pense là à l'éco-construction. L'éco-construction, donc c'est une certaine façon de construire. Ça intègre aussi des matériaux biosourcés. Donc on est là vraiment dans un verdissement global de certains métiers du bâtiment. Donc, ce verdissement des formations professionnelles, il est inégal et surtout, et ça a été vu pendant le webinaire, il pose de gros enjeux de formation des formateurs. Hein. Donc ça, vous êtes aux premières loges pour y être confrontés. On se rend compte que les professionnels des métiers évoluent. Pour autant, les formations, la façon dont on enseigne, la transmission des savoirs est fortement impactée par cette écologisation. On a du mal à savoir par quoi ça passe. Et c'est là que l'analyse de terrain est vraiment extrêmement précieuse. Hein, on ne peut pas, en regardant de loin, en regardant des curricula,
en interrogeant des statistiques, savoir comment se transmettre ce type de savoir nouveau, lié à des nouvelles règles, lié à des nouveaux matériaux. Il faut vraiment aller voir sur le terrain. Et ça, c'est le deuxième temps que je vais commencer maintenant. J'espère ne pas être trop longue. Alors, deuxième temps, les analyses des mutations du travail qu'on a conduit. Donc, c'est des travaux engagés par le CEREC depuis les années 2010. Les premiers travaux qu'on a conduits, c'était dans les éco-activités. Hein. Donc, il y avait l'éolien, la méthanisation, les réseaux électriques intelligents, le BTP avec la construction durable, le traitement des déchets, voilà. Donc, on a été regarder, enfin, c'est pas moi, j'y étais pas là à ce moment-là, mais mes collègues ont été regarder la façon dont dans ces éco-activités, on avait quelque part de nouvelles façons de travailler, de nouveaux métiers. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et en même temps beaucoup plus riche à observer et à comprendre aussi. Hein. Pas de scoop, il n'y a pas de nouveaux métiers en tant que tel. De toute façon, la nouveauté sui generis, ça n'existe pas dans très peu de domaines. Hein. Donc là, on est plutôt dans une transformation parfois profonde des métiers, mais on est surtout dans l'apparition de nouvelles fonctions. Ce n'est pas vraiment des nouveaux métiers, c'est des nouvelles fonctions, comme par exemple expert, chef de projet en énergie renouvelable. C'est une fonction qui n'existait pas il y a encore quelques années. Pour autant, c'est un chef de projet en développement de processus de production d'énergie, si vous voulez, sauf que là, elles sont renouvelables. Donc, on a des nouvelles fonctions. Ingénieur d'études hydrogène. Eh bien, oui, c'est une nouvelle technologie, l'hydrogène, mais finalement suffisamment ancienne. Et surtout, un ingénieur d'études, eh bien, ça a des compétences transverses selon les domaines. Donc, c'est des fonctions expertes, conseiller info-énergie aussi. En tout cas, en France, ça existait depuis longtemps, c'est conseiller info-énergie. Voilà. Et là, elles sont identifiées comme des figures professionnelles vraiment centrales dans le processus de transition écologique, puisque porteurs de ces innovations, on va dire. Donc des fonctions expertes qui se constituent, des métiers plus traditionnels qui se complexifient, par exemple chez les opérateurs de tri, avec la mise en place de l'économie circulaire, on a des processus de tri qui sont beaucoup plus exigeants, et depuis la récolte jusqu'au traitement des déchets. La maintenance électrique, je vous ai parlé des réseaux électriques intelligents, donc les smart grids, hein, comme on appelle ça, qui demandent aux techniciens de maintenance électrique de savoir utiliser des outils numériques assez sophistiqués. L'exemple aussi des agriculteurs responsables d'une unité de méthanisation, c'est aussi une compétence plus complexe, enfin différente, on va dire, hein, pour les agriculteurs de gérer une unité de méthanisation. Et enfin, des figures professionnelles qui émergent. Alors, on parle de figures parce qu'il n'y a pas vraiment d'expertise. Là, on pense à, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, on a beaucoup de chargés de mission pour le développement durable, dans différents secteurs. Mais ça peut être des secteurs professionnels, ça peut être des secteurs institutionnels. Donc, c'est des porteurs de bonnes paroles sur le développement durable. Et ce n'est pas du tout négatif quand je dis ça. Hein. Il le faut acculturer les personnes, les consommateurs, les producteurs. Il faut engager cette éducation au développement durable. Et donc là, on a plein de figures professionnelles qui émergent, qui sont porteurs de ce processus d'écologisation, de la pensée de la transition écologique. Ce n'est pas vraiment des nouveaux métiers, ils sont porteurs d'un message. Deuxième résultat de ces études sur les éco-activités, on a des déplacements de pratiques professionnelles par la prise en compte des règles et des normes environnementales. Alors, le cas qui a été assez emblématique, c'est sur les chauffeurs routiers, où la mise en place de l'éco-conduite a introduit de nouvelles contraintes sur la façon de conduire qui rentraient en contradiction avec la pratique traditionnelle du chauffeur routier, avec le sens qu'il y avait dans l'activité de chauffeur routier. Hein, c'était toujours conduire un camion, mais vraiment différemment, et donc ça heurtait profondément la façon d'exercer ce type de métier, donc un déplacement de pratique professionnelle. Troisième résultat, des innovations techniques et donc des controverses techniques. On a toujours l'impression que, on sait bien que pour construire en basse consommation, il faut éviter les ponts thermiques dans les constructions du BTP. Bien.
Ben, en fait, on se rend compte que ça conduit à faire discuter ensemble différents types de savoir-faire techniques qui peuvent rentrer parfois en conflit hein, dans l'organisation des chantiers. On l'a vu ensuite, par la suite. Il y a des mises en discussion, des façons de faire entre les différentes corps de métier qui interviennent sur un chantier. De par le fait qu'on intègre cette contrainte de bâtiments basse consommation. Et dans les innovations et les controverses techniques, il y a aussi une autre façon de travailler qui permet de reconnaître une finalité écologique à l'activité professionnelle. Ça a été le cas sur le jardinage public dans une des villes où on montre que ces controverses techniques au démarrage, puisque les jardiniers ne sont pas tout de suite prêts à changer de façon de travailler, eh bien, permettent par contre de reconnaître et de valoriser une finalité écologique qui n'existait pas alors que les personnes faisaient du jardinage, hein, donc entretenaient des espaces verts. C'est important de prendre en compte cet aspect de controverse parce que ça veut dire que ces transformations prennent du temps, en fait. Et que ce temps, c'est souvent ce qui manque dans les systèmes productifs et dans les façons de produire. Et que donc, on a tendance à escamoter ce temps de délibération qui est essentiel pour la transformation des compétences, au temps de la transition écologique. Enfin, dernier résultat, et ça, je pense que vous êtes bien placé aussi pour le percevoir, c'est que il y a des nouveaux acteurs qui prennent place dans les systèmes productifs. Il y a des constructions de filières, parce que si on veut écologiser sa production, on est sensible à l'amont de la production, hein, les intrants, mais on est sensible aux outputs ou à la gestion des déchets aussi. Donc on a des réseaux d'acteurs autour d'une chaîne de valeur qui se constitue. On a également des spécificités selon les territoires et leurs traditions industrielles, avec des configurations institutionnelles. Ça veut dire un canton chez vous, mais ça veut dire une région chez nous, qui vont soutenir certaines façons de faire et constituer des réseaux d'acteurs. Et puis, des écosystèmes productifs, ça a été montré sur le cas de l'éolien marin, par exemple, ou dans le coin de Nantes. C'est constitué un complexe territorialisé de compétences, c'est le terme d'un de mes collègues que j'ai repris ici parce que je l'aime beaucoup, parce qu'on a eu des partenariats qui se sont noués entre des entrepreneurs innovateurs de certaines technologies de l'éolien marin et des centres de formation, des universitaires, pour créer ce complexe territorialisé de compétences qui a permis l'ancrage de la filière dans le pays nantais. Tout ça pour dire qu'il y a une importance de voir ce qui se passe au niveau local sur ces enjeux de transition écologique du travail. Les mots-clés qui sont ressortis de ces premières études, c'est l'hybridation des compétences. On a bien affaire, lorsqu'on a un technicien d'éolien marin, à d'abord un technicien qui intervient sur des structures productives, sauf que ces structures-là, elles sont en pleine mer. Donc on a bien une transformation du métier qui hybride des compétences, savoir travailler dans un contexte très différent de celui où on exerçait auparavant. C'est vrai aussi pour les réseaux électriques intelligents. Des apprentissages collectifs, quand on a affaire à une transformation de type de matériaux utilisés, eh bien plusieurs professionnels sont obligés de discuter ensemble pour savoir comment ils vont faire, et c'est un apprentissage collectif de nouveaux cadres. Et puis le développement des coopérations, ça sur le chantier du BTP, je ne sais pas si parmi vous il y a des spécialistes de cette filière, mais c'est vraiment flagrant, c'est par là que passent les innovations dans les modes constructifs, c'est à travers une autre façon de coopérer entre les différents corps de métier. Donc ça, c'était les milieux des années 2010. Et plus récemment, entre 2020 et 2023, on a produit une étude pour le ministère du Travail. C'était le projet de recherche 7R, avec deux hypothèses sur la transition écologique. On s'est dit... alors, c'était 10 ans après les premières études qui étaient centrées sur les éco-activités. Donc là, le débat social avait changé aussi. On s'est dit, on est tous concernés, tous les métiers sont concernés par les enjeux de la transition écologique, c'est-à-dire tous les métiers doivent évoluer, tous les secteurs professionnels doivent évoluer pour tenir compte des enjeux environnementaux de leurs activités. Et conséquemment, autre hypothèse, les entreprises ont de nouveaux besoins en compétences et allons voir quels sont ces nouveaux besoins dans des secteurs qui ne sont pas au cœur de la transition écologique. Donc on a été investiguer 6 entreprises dans le BTP, mais dans des filières qui ne sont pas liées à l'éco-construction, dans le commerce alimentaire et des structures coopératives de l'éducation populaire et de la production alimentaire.
Et puis, on a été observer 6 métiers. Conducteur de travaux, cordiste, employé libre-service, vendeur, animateur et opérateur de ligne. Voilà. Donc, cette recherche, s'est construite sur une approche de l'écologisation des métiers et des organisations. Alors, on a été chercher des définitions auprès des sciences de la nature. C'est Mormon, qui est un chercheur en sciences de la nature, et Ginelli, c'est un géographe. Pour se dire qu'est-ce qu'on entend par écologisation par rapport à transition écologique ou écoactivité, c'est un processus, en fait, l'écologisation. Voilà, c'est une transformation, c'est le processus par lequel l'environnement est pris en compte dans les politiques publiques, dans les organisations, voire dans les pratiques professionnelles, avec un S, excusez-moi. Ça, c'est Mormon qui pose cette définition qui est très simple, mais qui nous a tout de suite parlé en nous disant, bah oui, c'est bien ça qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre les processus, en fait, par lesquels eh bien, les salariés, les chefs d'entreprise, les acteurs de branche vont tout d'un coup intégrer dans leur logiciel, j'ai envie de dire, des préoccupations environnementales. Ginelli, lui, va plus loin. Il dit par écologisation, nous entendons toute entreprise de recadrage cognitif et normatif. Donc là, on est bien sur la façon dont se définissent des normes professionnelles. Un changement dans la manière de penser et de juger une conduite sociale, visant à une inflexion écologique plus ou moins forte des normes légales ou implicites et pratiques sociales en vigueur dans le domaine considéré. Donc là, nous, on est plus dans un domaine professionnel. Et en fait, ces définitions, elles nous ont servi dans l'enquête de terrain pour ne pas partir avec des notions normatives, pour ne pas aller interroger les salariés en disant « qu'est-ce que vous faites qui est en lien avec l'écologie ?» On a plutôt été voir la façon dont ces personnes travaillent, mettent en place leur activité professionnelle, l'organisent, pour partir de leur représentation, de leur expression sur la façon dont ils travaillent et qui traduisent parfois une prise en compte des enjeux environnementaux ou de la question écologique. Donc, on est allé voir dans des entreprises qui ont un projet écologique, sans pour autant que les métiers eux-mêmes soient estampillés comme des métiers verts. Voilà. Alors, l'idée, c'était bien, oui, de caractériser des processus de transformation, de saisir des inflexions dans les pratiques et de contextualiser les compétences dans le travail en train de se faire. En se disant, eh bien, ces compétences liées à la transition écologique, elles ne sont pas hors sol, elles ne sont pas uniquement dans des référentiels métiers, elles sont mises en œuvre dans le travail, et c'est ce qu'on voulait aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, des discours. L'idée, c'était bien de confronter des représentations et des réalités. D'abord, des discours sur l'écologisation, avec des structures qui s'y engagent fortement, c'était le cas des structures coopératives, à des structures qui se positionnent sur l'écologie par rapport à des figures plus repoussoires. GDA, c'est grande distribution alimentaire, donc le commerce alimentaire bio qui se positionne par rapport à la grande distribution alimentaire comme figure repoussoire, et puis des discours plus à minima sur les questions environnementales, comme dans les entreprises du BTP, c'est pas leur enjeu. Donc déjà, dans les entreprises, il y a des discours qui sont très différents par rapport à ces prises en charge de préoccupations écologiques. Ces discours, ils sont issus des dirigeants d'entreprise, mais aussi des salariés. On a fait vraiment une analyse de discours à travers un traitement in vivo des entretiens. Bon. Après, on se rend compte que les préoccupations environnementales, elles arrivent par un cadrage de l'activité de travail, à travers des aspects légaux et réglementaires, ça a déjà été dit, ça rejoint ce qu'on avait vu statistiquement, et c'est très bien, ou à travers des démarches volontaires. Donc il y a différentes formes de normalisation de l'activité, de mise en norme de l'activité par la contrainte écologique, si on veut bien. Il y a des contraintes réglementaires qui sont techniques, et puis il y a des effets réputationnels. Un magasin bio, eh bien, il choisit d'avoir une réputation, une certaine réputation pour dire on est bio. Et c'est par là que passe la prise en compte des enjeux environnementaux. C'est par son effet de réputation. Enfin, l'impact sur les activités de travail, que l'on regarde sur donc, le métier de cordiste, de vendeur, d'animateur dans la coopérative d'éducation populaire, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu ce qu'on avait identifié avant, il y a d'abord des greffes sur des façons de faire
sur des professionnalités existantes. On n'est pas non plus là dans l'innovation totale, on est bien sur des greffes de façon de faire sur des professionnalités existantes. On est dans des contextes de travail où les relations d'interdépendance sont beaucoup plus marquées que celles d'autonomie. Et puis, les compétences mises en œuvre, et qui sont porteuses de cette écologisation, eh bien, elles sont plutôt liées à des actes de langage et au travail d'organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces compétences liées à la transition écologique qu'on cherche à identifier, eh bien, ce sont souvent des compétences contextuelles, des compétences évolutives, des compétences collectives, c'est-à-dire la façon dont on organise le travail, et des compétences qui sont non vertes par définition, par nature. C'est savoir échanger avec son collègue sur la façon dont on travaille pour que cette préoccupation écologique, qui est enfuie par exemple sous l'aspect limiter l'utilisation de l'eau ou savoir organiser son travail pour trier plus facilement les déchets et donc répondre à une norme, eh bien, la mise en œuvre de cette façon de faire, elle passe par des compétences qui sont de type langagière. Savoir expliciter ce qu'on fait, savoir le dire à son collègue pour pouvoir travailler ensemble dans un contexte écologisé. Donc on n'est pas sur des compétences vertes en soi, on est plutôt sur des compétences contextuelles et organisationnelles dans les métiers qu'on a regardés et des besoins en compétences qui se définissent chemin faisant. Ça a été très intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire « Ah, les besoins en compétences des entreprises, la formation ne correspond pas ». En fait, sur des entreprises qui sont en train de muter vers une orientation, de bifurquer vers des projets plus écologiques que ce qu'ils ne faisaient, eh bien, ces besoins sont définis un peu chemin faisant. Donc, par exemple, sur les vendeurs du bio, par rapport à des employés libre-service plus traditionnels de la grande distribution alimentaire, on se rend compte que ces vendeurs, leur objectif, c'est toujours de vendre, mais qu'en plus, ils ont besoin de connaissances supplémentaires, notamment parce que la clientèle du bio va être demandeuse d'informations sur les produits, sur leur saisonnalité, sur le lieu de production, sur leur mode d'utilisation, etc. Enfin, l'enjeu de formation qui a été repéré, c'est sur ce qui s'appelle des métacompétences. J'imagine que pour les sciences de l'éducation, ça évoque quelque chose. C'est des compétences qui sont de l'ordre de la pensée complexe et systémique, avec la nécessité d'avoir une vision globale du processus de production dans lequel on est pour pouvoir situer son activité professionnelle, que ce soit en termes de traitement des ressources qu'on utilise ou traitement et suite du cycle de vie des produits ou des services qu'on produit, avoir une représentation du système productif dans lequel on se situe, des capacités à la coopération, je l'ai un peu explicité tout à l'heure, et des capacités également à la délibération. Les compétences mises en œuvre pour écologiser un processus de travail passent par la mise en mots par les salariés de la façon dont ils travaillent et de la façon dont ils peuvent mieux travailler en prenant en compte des enjeux de limitation des ressources, de tri des déchets, etc. Voilà. Par rapport à ce travail-là, ce sera le dernier résultat que je voulais montrer, c'est que si on essayait de faire une gradation des métiers plus ou moins impactés par la transition écologique, dans les entreprises qu'on était allé regarder. Et en fait, on se rend compte que le classement, il est inverse de celui qu'on aurait pu supposer si on était arrivé avec nos catégories de chercheurs ou de citoyens, d'ailleurs, pour dire, ah ben alors, comment vous faites votre travail de façon écologique? Le métier le plus impacté, c'est celui, dans notre échantillon, qui n'est pas représentatif, mais celui qui est le plus impacté par la transformation écologique du projet d'entreprise, c'est celui de l'accompagnement social. Dans cette coopérative, dans cette structure coopérative qui se veut une structure d'éducation à l'écologie. C'est une organisation de travail apprenante avec une formation continuelle des salariés, une gouvernance participative, des temps de formation systématiques et exercés dans un tiers-lieu. Ça veut dire que dans ce métier de l'accompagnement social, tel qu'il est exercé dans cette structure coopérative, bon, il se trouve qu'elle est coopérative, eh bien, c'est celui qui est le plus impacté. Par exemple, on a des animateurs sociaux qui accompagnent des personnes en difficulté d'accès à l'emploi. L'usage de l'outil numérique se fait en prenant en considération l'impact écologique de cet outil numérique.
L'écologie est à tous les stades de transmission d'informations auprès des publics qui sont accueillis dans cette scope. Métier très impacté, donc l'accompagnement social. Métier impacté, ben, c'était celui du vendeur commerce de détail. Pourquoi? Parce qu'il est dans une structure d'organisation assez simple, assez horizontale, dans des espaces de vente assez classiques à celui de la grande distribution, mais les compétences mises en œuvre sont des compétences de travail d'organisation. Comment on réassort, comment on informe, comment on accompagne le client dans la consommation de produits bio, c'est très différent de ce qui se passe dans la grande distribution, tout en étant, dans le cœur de métier, assez similaire. Mais ça imprègne tous les gestes professionnels. Métier partiellement impacté, celui de conducteur de travaux. Dans le BTP, en fait, on se rend compte que par rapport à des enjeux écologiques, là on était sur une construction mix bois-béton, hein, donc béton, bois, éco-matériaux, eh bien on se rend compte que l'organisation du travail, la rationalisation des tâches avec des contraintes de coûts et de délais ne permet pas d'aller plus loin que la simple mise en œuvre d'une technique mix bois-béton et la prise en compte de tous les enjeux écologiques. Dans les études précédentes, on a constaté ça aussi, dans le sens où on a beaucoup de constructions qui sont plus écologiques, mais les usages de ces constructions ne le sont pas du tout. Donc, résultat nul, quoi. Donc, on a, dans le cadre du BTP, des dispositifs de formation, des dispositifs productifs, des modes d'organisation de la production qui empêchent la transmission des savoirs écologiques nécessaires à l'écologisation réelle de ces métiers. Voilà. Et puis des usages ensuite. Enfin, le métier peu impacté, c'est celui d'ouvrier de production dans cette usine de thé et de tisane, pour lesquels donc l'orientation de la production, elle est carrément vers le bio, mais en fait, le changement de la façon de travailler est très faible. On est toujours dans une organisation taylorienne, avec une gouvernance participative, certes, mais qui ne permet pas de vraiment réorganiser le travail, de transformer le travail. Il y a peu de formation et les installations techniques sont classiques du milieu usinier. Donc cette entreprise qui oriente sa production vers le bio, en fait, ne modifie pas les métiers qui sont dans son cœur de métier, qui sont les ouvriers de production. Pour conclure, quel travail décent comme moteur du développement durable? Alors, j'ai repris en fait l'objectif de développement durable 8 de l'agenda 2030 de l'OIT. C'est le travail décent. Qu'est-ce qu'on a vu dans nos recherches? On a vu qu'il n'y avait pas de nouveaux métiers, mais une transformation des métiers existants. Qui dit transformation dit formation, évidemment. Pour autant, la formation, elle ne peut pas... Enfin, une approche par trop individualisante de la formation va manquer la cible. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'écologisation, elle passe d'abord par les projets écologiques des entreprises et elle s'inscrit dans des modes d'organisation du travail, des modes de gouvernance, des pratiques de formation dans et hors entreprise, souvent en contenu, et des évolutions des systèmes socio-techniques. Donc on n'est pas seulement sur une approche individuelle de la compétence, mais on est bien sur la compétence mise en œuvre dans un collectif. Quelles conditions favorables à l'écologisation du travail? Il y a quelque chose de très fort, c'est que l'écologisation développe le sens au travail. Dans l'ensemble des entreprises en cours de verdissement enquêtées, on a une revalorisation des métiers, un accroissement du sentiment d'utilité sociale, des métiers qui peuvent être vécus comme un engagement militant en faveur d'écologie, etc. Donc on a là quand même un levier très fort pour penser que la transformation écologique du travail peut être une transformation qui va dans le bon sens. Pour autant, ce verdissement des métiers est parfois terni par les statuts d'emploi, les faibles niveaux de rémunération, des conditions de travail dégradées. Et là, donc, on se retrouve dans ce paradoxe d'une évolution souhaitée vers un verdissement, d'une évolution qui fait sens, et pour autant d'une qualité du travail ou de l'emploi qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc se pose la question d'une transition écologique juste, telle qu'elle est mise en avant dans la notion de travail décent de l'OIT. Voilà. J'espère ne pas vous avoir trop assommé, mais on a fait vraiment un grand panorama de ce que je pouvais vous dire sur les enjeux formation, emploi, travail de la transition écologique tels qu'on les a observés dans les travaux du CEREC. Je vous remercie.